Bonsoir. Cette victoire, 70-43 face au Mali, ressemble à une démonstration de force. C'est ce qu'on a pu voir hier en regardant cette finale. Qu'est-ce qui explique selon vous un tel écart lors de cette finale entre l'Angola et le Mali? Tout d'abord, il faut féliciter cette belle équipe malienne qui a fait un très très joli parcours. Mais c'est sûr que la marche elle a été un petit peu trop haute pour cette équipe malienne. Elle a manqué d'expérience. Et elle a aussi fait beaucoup d'erreurs élémentaires, notamment sur les fondamentaux basiques du basketball. Et quand tu perds 24 ballons sur un match comme ça, tu donnes beaucoup de munitions à cette équipe angolaise qui est une des meilleures équipes sur les actions de contre-attaque. Et c'est là où ils ont vraiment régalé leur public dans une ambiance enfiévrée. On a vu que les Angolais, au niveau défensif, ils ont vraiment fait le match parfait. Ils ont dominé de la tête jusqu'aux épaules cette équipe malienne. Donc voilà, simplement l'Angola mérite entièrement cette victoire sur cette finale et elle a plutôt été très très solide. Et avec ce 12e titre continental, l'Angola confirme sa domination historique sur le basket africain. Comment selon vous expliquez-vous ce qu'on peut appeler une hégémonie du basket angolais en ce moment? Tout d'abord, il faut quand même reconnaître que les Angolais, ils voyagent pas beaucoup. C'est des joueurs qui jouent chez eux, dans leur championnat domestique. Donc ça fait de cela un championnat assez compétitif. Et puis ensuite, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et c'est une terre de champions, tout simplement. Donc ils ont la culture de la gagne. Et en plus, ils jouent à domicile. Ils ont pas mal bénéficié aussi du 6e homme et je dirais même du 7e homme. Parce qu'il y a un sujet qui a fait beaucoup débat, c'est quand même l'arbitrage. Je suis quand même obligé de revenir sur ça, c'est que sur les quarts de finale de l'Afrobasket où les Angolais ont tiré 44 lancers francs à 24 contre le Cap-Verdien, c'est beaucoup trop avec leur joueur emblématique qui est Tilde Dandao qui a tiré 23 lancers francs à lui tout seul. Ça fait un petit peu tâche. Je crois que le meilleur compliment qu'un arbitre peut avoir, c'est de pouvoir officier les matchs sans que les joueurs puissent lui faire des reproches. Et ça, c'était pas du tout le cas. Et puis, on a aussi vu cette demi-finale contre le Camerounais avec une action juste avant où Fabien Ateba se fait arracher le bras. Et juste après, on donne un tir aussi important à ce moment du match. Ça fait un petit peu tâche, je trouve, sur le parcours des Angolais. Je peux pas dire que c'est des beaux champions, mais sur la finale, ils ont clairement dominé cette équipe malienne. Alors justement, pour en revenir au Mali qui disputait sa première finale en Afrobasket, cette inexpérience, est-ce qu'elle a pesé face à des Angolais plutôt habitués à ce genre de rendez-vous? Oui, elle a forcément pesé parce que c'est quand même la deuxième équipe la plus jeune de ce tournoi, avec des garçons comme Siriman Kamouté, Mahamad Koulibaly, Alou Diarra. Donc voilà, est-ce que chacun d'entre nous ici, est-ce qu'on aurait mis une pièce sur cette équipe malienne? Personne. Je crois qu'ils peuvent remercier le fétiche du coin, le féticheur du coin, je veux dire. Mais en tout cas, ils ont fait un très très beau parcours, que ce soit les garçons et les filles. Ils ont été quand même vice-champions cette année. Donc le Mali, toute la nation malienne doivent être fiers de leur équipe. Je crois qu'ils ont vraiment réalisé un très très joli parcours. C'était à chaque fois les outsiders. Et le basket malien est en train de bien se développer, que ce soit au niveau de la jeunesse et au niveau des seniors. On voit vraiment une très très belle évolution. Maintenant, ils vont apprendre de cela, ils vont grandir. La dernière fois qu'ils ont été dans le podium, c'était en 1972. Certainement aujourd'hui, ils sont déçus parce que c'est des compétiteurs. Mais d'ici quelques jours, cette médaille, elle aura une saveur différente. Alors vous avez suivi le match. Selon vous, quand est-ce que la rencontre a définitivement basculé du côté angolais? Mais dès le début du match, on a vu vraiment cette défense, l'Angola qui a dominé dans la physicalité, que ce soit sur la pression défensive, ils ont eu vraiment du mal à mettre leur jeu en place, au rebond, et encore une fois dans une ambiance vraiment enfiévrée. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était impressionnant. Et donc ces jeunes-là, ils n'ont pas l'habitude. Et avec un coach aussi malien qui n'a pas aussi cette expérience, c'est vrai que c'est un meneur d'hommes, mais au niveau de la tactique, je trouve que ça a pêché beaucoup. Donc voilà, clairement, les Angolais étaient la meilleure équipe. Alors, l'Angola semble allier expérience et maîtrise tactique, comme vous venez de souligner. Y a-t-il un secret dans cette machine ultra huilée angolaise? Alors, personnellement, j'y suis pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une culture de la gagne. Ils ont un savoir-faire, ils ont de l'expérience. Et ils ont aussi quand même des bons joueurs, notamment ce garçon Tilde Dandao. Je dois revenir sur lui parce que c'était vraiment lui le catalyseur de cette équipe-là. Et tout commence par lui, passe par lui et finit par lui. C'est la pile électrique, personne n'a pu la débrancher sur l'ensemble de la compétition. Et il a vraiment fait du mal parce que lui, quand il était sur le terrain, en termes d'apport, l'équipe à chaque fois, c'est un peu technique ce que j'essaie de dire, mais c'est que son importance est beaucoup trop importante sur le terrain et personne n'a pu l'empêcher. Et c'est un petit peu vraiment lui la pièce maîtresse de cette équipe angolaise. Alors l'écart de 27 points interpelle, il est très commenté, notamment sur les réseaux sociaux. Le niveau du basket africain est-il si déséquilibré entre l'Angola et les autres nations africaines? Non, je pourrais pas dire ça, parce que la dernière fois que les Angolais ont gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 2013.
C'est vrai que c'est l'équipe la plus titrée du continent avec 12 titres. Maintenant, le basket est en train de se rééquilibrer à tous les niveaux. 2017-2021, c'était les Tunisiens qui sont en pleine reconstruction maintenant. Le Sénégal qui court depuis ce titre depuis 1997 où c'est un peu difficile. Il y a aussi mes amis les Ivoiriens de mon équipe, de l'équipe de mon ami Solo Diabaté, et qui ont terminé deuxième aussi. Donc voilà, il y a des équipes qui sont là. Il y a aussi le Nigeria. Je ne peux pas dire que sur les 10 dernières années, l'Angola domine sur le basketball africain. Ça, c'est une histoire qui a été bien ancienne. Je trouve que ça se rééquilibre un petit peu les débats parce que regardez bien sur les derniers champions, à chaque fois, c'était pas l'Angola, c'était des équipes à chaque fois qui étaient différentes. Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas forcément de domination angolaise, néanmoins... Sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, néanmoins, c'est les champions d'Afrique à l'heure actuelle. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de nuire à l'attractivité du tournoi continental à long terme? Non, je suis pas d'accord avec ce débat. Encore une fois, 2017-2021, c'était les Tunisiens. 2015, c'était les Nigérians. Non, je trouve que le basket se professionnalise plutôt de mieux en mieux en Afrique. C'est vrai qu'on a encore besoin de travailler, notamment de perfectionner nos entraîneurs, d'améliorer aussi notre coaching, d'améliorer également nos joueurs, de développer les fédérations et puis également d'avoir une vraie politique autour du sport. C'est ce qui est en train de se faire, notamment avec l'arrivée de cette magnifique ligue qui est la BAL. On a eu énormément de joueurs issus de cette compétition où la vraie volonté, c'est vraiment d'essayer de créer un championnat sur le continent africain pour que nos jeunes talents puissent jouer chez eux. Ils ne sont pas obligés à chaque fois de s'expatrier. Et ça, je trouve que c'est de bon augure pour le basketball africain quand on a un garçon comme Yves Missy qui vient sur cette compétition. Il apporte une dimension médiatique qui est juste différente. Et on a vu aussi qu'il a fait preuve, par exemple, de beaucoup de maturité et une vraie volonté de vouloir investir dans son pays. Et ça doit donner aussi beaucoup de motifs de satisfaction et aussi d'encouragement pour les autres joueurs NBA parce que, quelque part, c'est important que ces joueurs majeurs viennent aussi jouer dans ces compétitions. On peut aussi saluer Alpha Diallo avec la Guinée, Edith Tavares aussi avec le Cap-Verdien. Michael Mokongo, merci pour cet éclairage au sujet du 12e sacre des Angolais en afro-basket masculin sur le continent africain. Merci à vous. Merci.